D'abord, vous dire que je connais Donatien depuis très peu de temps, en fait. C'est 2013. Donc, voilà. Et c'est en fait quand je n'ai pas voulu suivre à Marseille le musée des arts et traditions populaires où je travaillais avant, où je connaissais bien sûr Donatien aussi à travers les enquêtes qu'il avait déposées aux ATP. Donc moi, dans mon parcours professionnel, comme François l'a dit, j'ai été rattachée à ce labo à Paris grâce à Daniel Fabre. Et Daniel a accepté que je puisse déménager à Rennes parce que je souhaitais donc de me rapprocher de la Bretagne. Et donc en 2013, j'ai fait un stage de breton et j'avais donc un stage à faire linguistique. Hein, et comme je connaissais Laurent Bigot, je savais qu'il travaillait avec Donatien sur ses archives sonores. Laurent m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas rencontrer Donatien au moment où je suis en train de travailler avec lui. Comme on travaille sur les chants, tu entendras du breton, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Donatien. Et puis ensuite, Laurent m'a dit, mais Donatien, dans le travail que je fais avec lui pour indexer ses fonds sonores, il me parle tout le temps de carnet. Et il a toutes les dates notées, tous les gens qu'il a vus sur ses carnets, mais il ne trouve pas ses carnets. De toute façon, tout le monde, tous ceux qui connaissent Donatien savent qu'il garde tout, mais il est très, très désordre. Donc voilà, donc il ne trouvait pas lui-même ses fameux carnets. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a dû trouver les carnets de la ville marquée. Il doit y avoir quelque chose. Donc j'ai dit, alors comme Laurent savait que j'avais publié l'enquête de Basse-Bretagne de 1939 des ATP, donc que je m'intéressais aux archives écrites, et sonores bien sûr, mais là, il s'agissait de publier toutes les archives écrites qui accompagnaient ces enregistrements de 39. Il m'a dit, voilà, si ça t'intéresse, je pense que les archives écrites de Donatien seraient un fonds intéressant. Donc ce moment de stage avec Laurent et Donatien où j'étais là, j'écoutais juste, je regardais comment ils travaillaient entre eux. Donc ça a été ma première rencontre, donc en 2013, voilà, avec Donatien. Et ensuite, en septembre, donc comme j'ai pu venir sur Rennes, j'ai proposé à Daniel Fabre, donc qui était mon directeur du labo que j'avais intégré, de passer une convention entre donc mon labo, le Laïc, et le CRBC, pour pouvoir venir à Brest régulièrement, rechercher ces fameux carnets dans l'ensemble des archives écrites de Donatien. Donc d'abord chez lui, hein, puisqu'il y avait à l'étage au-dessus, il y avait son ancien bureau dans lequel on ne pouvait même pas mettre un pied, mais vraiment, la porte ne s'ouvrait même plus. J'ai dû enjamber des cartons. D'ailleurs, Donatien... j'ai pas pu y aller tout de suite dans cette espèce de cénacle. Il fallait d'abord qu'il me teste, qu'il voit qui j'étais, que voilà. Donc j'ai pu y aller seulement au bout de quelques temps. Et donc j'ai commencé à ranger avec lui ses papiers en les sortant dans le couloir pour faire un peu de place pour pouvoir se déplacer dans tout cet espace. Et puis ensuite, voilà, en ne jetant rien. Surtout, il ne fallait absolument rien jeter. Hein. Donc je mettais de côté l'état que je me disais sont moins importants, mais bon, d'accord, on va les garder. Il faut respecter ça évidemment. Et puis ensuite, donc cette salle a été vide. Alors je pense que j'ai retrouvé effectivement les carnets. J'ai pu les donner à Laurent et il a pu retrouver certaines dates qu'il recherchait avec Donatien. Et ensuite, je me suis attaquée, c'est le cas de le dire, à son ancien bureau au CRBC. Et pareil, quand on ouvrait la porte, alors là, on pouvait marcher, mais il y avait des piles absolument partout. Donc j'ai passé jusqu'à l'été dernier, à peu près une semaine sur deux, à m'occuper de toutes ces archives écrites de Donatien. Voilà, donc c'est ça que... Et puis évidemment, donc, en voyant Donatien très régulièrement, puisqu'après, même quand je travaillais dans son bureau au CRBC, j'allais le voir chez lui, je mangeais avec lui, on est devenus des amis, hein, de toute façon... Donatien est une personne qui est très, très aimable, dont la compagnie est très agréable. Et voilà, c'est aussi grâce à sa personnalité, je me suis sentie accueillie pour pouvoir mettre le nez et les mains et les yeux dans ces ensembles, dans toutes ces archives écrites, puisque comme je disais qu'il est très désordre, je trouvais par exemple dans un article qu'il avait découpé dans le journal, la conférence qu'il avait donnée dans je ne sais pas quel pays en Allemagne où il avait été, et puis un dessin de ses enfants
chanson Papa je t'aime, voilà, il y avait vraiment de tout, des chèques, sa carte d'identité, qu'il n'avait pas perdu celle-là, enfin, où il avait dû la refaire parce que forcément elle était perdue, mais perdue chez lui. Voilà, donc c'était rentré aussi dans son intimité, dans sa famille, puisque voir les dessins de ses enfants, Papa je t'aime, enfin voilà, c'est un côté au milieu des archives, d'autres archives scientifiques, donc des chèques jamais encaissés, des factures de gaz pas payées, enfin, ou l'enveloppe même pas ouverte, alors parce que l'enveloppe avait servi à griffonner quelque chose, parce qu'il avait eu un appel d'une personne, voilà, il écrivait tout en fait, Donatien il écrit tout parce qu'il a peur de ne pas s'en rappeler. Et donc, il a le support de l'écrit. Donc, c'est une masse de documents qui, aujourd'hui, est rangée au CRBC. Et voilà. Donc, c'est une connaissance donc assez tardive de Donatien, mais assez approfondie aussi, puisque j'ai retrouvé de la correspondance de quand il était très jeune, les années 50, de tout le début de son parcours au Bagat de Blémor. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, je fais juste un petit... Donc, je ne peux pas parler pourquoi Donatien a voulu faire du terrain. Enfin, vous le savez à peu près, où il y a des très bons articles, notamment dans ce numéro de la revue Armène qui en parle. Mais quand même, je vais retracer très, très rapidement sa carrière. Donc, né en 1935, hein, il appartient à ce qu'on appelle les Bretons de Paris. Donc d'un père qui est déjà très investi dans la culture bretonne, hein, et sa reconnaissance, mais lui il appartient plutôt à un milieu de lettrés, hein, puisque son grand-père connaissait Ségalène, c'est pas des gens du milieu paysan, donc père de Brest, et puis la mère de Donatien était de Nantes. Et donc, il naît à Belfort, mais son père, qui travaille pour l'électricité de France, je crois, arrive à Paris assez rapidement. Donc voilà, Donatien, par son père, est immergé dans cette culture bretonne, des Bretons de Paris, qui souhaitent relancer cette culture. Donc, la mère de Donatien jouant du piano, donc c'est un peu par ce biais-là qu'il a approché la musique, et elle jouait des airs de Duhamel ou des airs de cette époque-là pour piano. Et donc, il va rentrer au Bagat de Blémor, hein, je trace très vite, donc dans les années 50. Il va faire un voyage en Écosse en 52. Donc là, il va découvrir aussi ces musiques celtiques, évidemment à travers la Grande Cornemuse. En 54, il rencontre Lapi, hein, Héry Léon, avec qui il va fonder j'ai oublié le nom, Scolas Pegant Trace. Et parallèlement à ça, il a commencé des études de droit, qui ne l'intéressent pas du tout, et il s'est orienté donc vers l'anglais. Donc, il s'est destiné à être professeur d'anglais, en fait. Et puis, le breton, il l'apprend donc par l'association que dirige son père, Skolvreis, et puis aussi parce que au collège, il y avait pas mal de pions, enfin de surveillants qui étaient bretons et avec lesquels donc il parlait le breton. Donc, son apprentissage se faisait comme ça. Et puis, un peu en vacances, mais comme il était plutôt d'un milieu non paysan, il côtoyait pas trop ces milieux-là. Donc voilà, il est à la Sorbonne, il fait des études d'anglais, donc évidemment ça peut le rapprocher du monde celtique, de l'Écosse, de l'Irlande. Et puis en avril 57, il a son accident, fameux accident dont il parle, qui pour lui est un déclencheur en fait, de toute sa carrière. Et grâce à l'argent de l'assurance, il va acheter un Agra. Parce que dans sa période au Bagat de Blémor, il était très intéressé, comme pratiquement la plupart d'entre vous, à collecter du répertoire pour nourrir le répertoire du Bagat de Blémor. Hein, toute cette musique à construire, hein, cette nouvelle musique bretonne à construire pour les Bagadous. Donc pendant les vacances, je crois que Skolvreis avait un appareil enregistré, notamment pour diffuser des bandes pendant les conférences qui s'y donnaient. Et donc, il pouvait utiliser cet appareil-là. Mais donc, très vite, il va se rendre compte de l'importance d'avoir son propre appareil à soi. Et il va pouvoir s'acheter donc la Rolls, puisque les Nagra, c'est vraiment l'appareil le plus professionnel.
Donc c'est en 57 aussi. Donc du coup, bah, les médecins disent à ses parents que il faut qu'il épouse une bonne Bretonne, puisqu'il s'intéresse à la Bretagne, et puis qu'il ait une petite vie de famille rangée. De toute façon, il ne pourra pas faire d'études. Apparemment, son cerveau a été atteint. Et pas tant que ça, comme chacun sait. Donc voilà, donc il dit super, je vais pouvoir faire ce que je veux, et notamment donc m'intéresser à la culture bretonne. Et donc il faisait par l'anglais des études de linguistique, et c'est le grand linguiste dont j'ai oublié le nom, bref, pas grave, qui lui dit le roi Gourand ouvre un enseignement d'ethnologie au musée de l'Homme. Donc il s'y inscrit. Et c'est comme ça donc qu'il va commencer à faire de l'ethnologie et donc à acquérir quand même une méthode d'enquête. On voit qu'il se professionnalise, il cherche à se professionnaliser dans ce domaine, non pas pour en faire son métier, mais pour son intérêt par rapport à la culture bretonne. Donc le voilà à suivre les cours de Leroi Gourand. Entre-temps, en 57, à un stage d'Arfals, il a rencontré Jean-Michel Guilcher, et donc qui va devenir son mentor et ami, hein, et qui va bien sûr l'orientera sur une thèse. Leroi Gourand, donc, dont il suit l'enseignement, lui propose en 63 d'aller à Plozévet. Puisque évidemment il n'y a pas de bretonnant dans l'équipe, donc lui il est déjà un peu bretonnant par son parcours à Paris dont je vous ai parlé, et puis par les collectes qu'il commence à faire dans le milieu paysan, grâce aux amis des Bretons à Paris qu'il a rencontrés, hein, évidemment Palamour, Paboul, Padélec dont on a parlé déjà, qui lui disent d'aller voir un tel, avec lesquels il fait du collectage lui aussi. Et donc quand il va être envoyé par Leroi Gourand à Plozévet, il va y passer presque un an. Et là, il m'a dit qu'il était en immersion. Voilà, donc c'est là qu'il a pu parfaire sa connaissance du breton et aussi sa connaissance d'être dans un petit bourg, hein, Plozévet, bien sûr, de rencontrer tout ce milieu paysan, pêcheur qui l'intéresse énormément. Et aussi, il a une idée derrière la tête, c'est qu'à plusieurs reprises, il avait cherché à rencontrer des descendants de la ville marquée, mais il avait raté à chaque fois parce que les descendants vivaient plutôt sur Paris, donc ils revenaient du côté de Quimperlé l'été, Donatien ne pouvait pas les rencontrer, et là il sait qu'à Plozévet, il pourra avoir plus de chances de rencontrer la famille de la ville marquée. Parce que qu'il faut que j'aille plus vite, voilà. Ouais. Donc c'est grâce à son séjour à Plozévet qu'il va pouvoir aller rencontrer la famille de la ville marquée et trouver les carnets dont il avait entendu parler par son père. Et il dit que cette question de la véracité des sources l'avait toujours intéressé, hein. En fait, il voulait retrouver les carnets pour comprendre pourquoi il y avait eu cette accusation de faux, parce que lui, il voyait sur le terrain qu'on entendait des guers comme, notamment la mère de Le Padélec, chanter des guers comme il y en avait dans le Barzaz Braise. Donc, grâce à son séjour à Plozévet, il va pouvoir intégrer le CNRS, hein, et il sera rattaché aux ATP, Musée national des arts et traditions populaires. Il connaissait bien sûr Claudine Marcel Dubois, avec qui il avait fait un stage, mais il n'y avait pas d'atome crochu entre eux, donc il était rentré dans le département de littérature orale dirigé par Marie-Louise Ténez, et il continue à travailler aussi avec Guilcher, qui était aux ATP aussi à ce moment-là. Et en 69, c'est la création du CRBC. Jean-Michel Guilcher est à Brest à ce moment-là, je crois, François. Hein, donc, il commence à... Oui, Guilcher s'occupait de sa vieille maman. Et donc, un enseignement d'ethnologie. Cuisinier ne le retenait pas vraiment. Voilà, cuisinier aux ATP ne retenait pas vraiment ni Guilcher, ni ensuite Donatien. Donc voilà, Donatien, il arrive en 69-70 à Brest, au CRBC, et il va s'installer donc définitivement à Brest. Il prendra la direction du CRBC en 87 et il prendra sa retraite en 2001, et il soutient sa thèse donc sur la ville marquée en 74 avec Leroi Gourand dans le jury. Voilà, donc
si je résume, donc sa carrière, c'était surtout de participer au mouvement du renouveau de la musique bretonne, lettrée, si je peux dire, hein, écrite, même si elle est aussi de tradition orale, via les bagadous. Hein. Il aurait été prof d'anglais et sonneur de grande cornemuse hors pair. Mais c'est cet accident qui fait qu'il a pu devenir ethnologue. Je le qualifierais d'ailleurs beaucoup plus d'ethnologue que d'ethnomusicologue, puisqu'il ne s'est pas intéressé à la musique, hein, mais vraiment à la littérature orale, donc au texte, qui avait une grande importance pour lui, et au breton, à la culture bretonne. Et vous connaissez ses travaux sur la Troménie, après il a travaillé aussi avec les archéologues, il a étudié le calendrier gaulois pour comprendre la Troménie de Locronan, évidemment le collectage auprès des sœurs Goadec. Il a plusieurs casquettes, mais avant tout d'ethnologue.